Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Sergio Colella, président Europe de la Société internationale de télécommunications aéronautiques, la fameuse SITA. Bonjour Sergio Colella. Bon, bonjour. Vous n'êtes pas très connu, SITA, mais vous êtes super important et vous existez depuis 70 ans dans l'aérien. Qu'est-ce que vous faisiez il y a 70 ans ? Absolument, on existe depuis 70 ans. On a été fondé en 1949 par les plus grandes sociétés mondiales de l'aéronautique, par les plus grandes compagnies aériennes, pour commencer à construire à l'époque les premiers réseaux de télécommunications et de systèmes d'information qui permettaient à l'époque aux compagnies aériennes d'opérer partout dans le monde. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes une société quoi ? Française, européenne ? Enfin, c'est quoi la nationalité de SITA ? Alors, on est une société européenne. D'accord. Qui est présente dans 200 pays dans le monde. Oui. Qui opère dans plus de 1000 aéroports, qui travaille pratiquement avec toutes les compagnies aériennes mondiales. Et on peut dire qu'on est le bras technologique du transport aérien. Ouais. Alors, on va rentrer justement dans ces détails. En gros, vous êtes le numérique du transport aérien, le digital, la connexion, les télécommunications. Vous gérez toutes les datas, quoi, les données. Oui, absolument. C'est absolument ça. On peut considérer que 60% des données du transport aérien sont véhiculées par les systèmes d'information de la SITA. D'autres concurrents ? Oui, il y a des concurrents un peu partout dans le monde, des sociétés européennes, des sociétés américaines, des sociétés asiatiques. Et chinoises ? Moins chinoises. Ah oui ? Moins chinoises dans la partie Comment vous digitale. Peut-être que les sociétés occidentales ont eu un temps d'avance dans la digitalisation. Oui, mais ils ont été très forts pour rattraper leur retard dans certains secteurs. Pourquoi pas dans celui-ci ? Ah, ça viendra certainement. Donc, vous l'avez dit, 2500 clients, vous êtes présent dans 200 pays, vous avez près de 4700 employés, un chiffre d'affaires qui est au-dessus de 1,7 milliard, c'est ça à peu près ? Oui, exactement. Ouais. Exactement. Vous avez souffert du Covid ? Alors, le Covid a été terrible au-delà de l'aspect humain, a été terrible pour le transport aérien. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, on avait perdu... Il n'y avait plus rien. On avait perdu 90% du trafic aérien. Alors, depuis début 2022, mi-2022, les choses reprennent. On est aujourd'hui à peu près à 90% du trafic tel qu'il était avant le Covid. Oui, il y a eu un sacré rebond quand même. On parle de 50% en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc. 140% au Royaume-Uni. Donc les affaires reprennent. Absolument, les affaires reprennent et on a aussi appris de cette crise du Covid. On est sorti différemment de la crise de Covid. On a compris l'importance de la digitalisation pour moderniser le transport aérien, pour le rendre plus fluide. Et donc, on se prépare à de nouveaux challenges en ayant à l'esprit ce que l'industrie peut devenir à horizon 2030. Alors, le Covid est encore là, notamment l'ouverture de la Chine. Ça veut dire quoi, une gestion différente pour vous ? Pour vérifier que les gens qui viennent de Chine ne sont pas covidés ? Absolument. On revient aux vérifications des certificats vaccinaux, à la vérification du passager, à l'inscription de ces données pour ces voyageurs venant de Chine sur leur dossier de voyage. Et donc, c'est un processus qui est différent. Digitalisé entièrement, non ? Digitalisé, de plus en plus digitalisé. Et je pense surtout que le passager a pris l'habitude à voyager avec son smartphone et n'est plus... jeune passager, on y viendra justement sur les tendances. Une dernière question avant d'attaquer les tendances. Vous craignez les coupures d'électricité ? Est-ce que vous êtes protégé par un statut particulier, vos technologies, s'il y a des coupures d'électricité cet hiver ? Alors, en tant que distributeur de services digitaux, ça fait plusieurs mois qu'on travaille à la sécurisation de nos infrastructures de télécommunications informatiques. Donc, on a des plans B, comme on dit, on travaille à la sécurisation de ça. On était bien plus inquiets il y a quelques mois qu'aujourd'hui sur de potentielles coupures d'électricité. Oui, parce que décembre a été doux, mais peut-être que janvier, février... Oui. Donc vous êtes prêts à faire face ? On a tout préparé pour faire face. Est-ce que les aéroports ne bénéficient pas d'un statut particulier pour pas qu'on leur coupe l'électricité ? Alors, c'est une infrastructure critique. Ce sont des infrastructures critiques, donc elles seront plus protégées que les autres, absolument. Alors maintenant, il faut pouvoir opérer dans 200 pays. Donc la situation est très variable d'un pays à l'autre. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, comme vous le disiez, on n'a eu aucun problème lié
à une problématique de distribution d'énergie. Et on espère, on ne pense pas, dans les prochaines semaines et les prochains mois, être confronté à ça. Les pays les plus sensibles à ce risque, c'est chez nous en Europe? Parce que c'est en Europe. Oui, c'est nous. En Asie, vous avez moins cette crainte-là. C'est en Europe que vous travaillez pour des plans B. Alors, vous venez de sortir une étude sur les 12 tendances du transport aérien dans les prochaines années. Alors bon, moi, je ne vais pas citer les 12, mais je vais commencer par les voyageurs millénium, la génération Z. Vous disiez, ils sont à mort digitalisés, donc plus de papier lorsqu'ils prennent l'avion, ils achètent leurs billets. Mais absolument, c'est une génération, c'est mes enfants, nos enfants, et même un peu plus âgés, qui est habitué à être toujours connecté. Ouais. Donc d'avoir toujours dans sa main un smartphone, de donner son impression sur un voyage ou sur un produit qu'ils achètent immédiatement, de changer d'un fournisseur à l'autre de manière simple. Donc il faut que le transport aérien évolue avec ça, et c'est une chance pour notre secteur de devenir de plus en plus digital et de proposer pour les passagers, donc pour nos clients, une expérience de voyage digitale en même temps qu'il y a une expérience de voyage physique. Et donc de faire en sorte, pour donner un exemple, que notre visage devienne à la fois notre carte d'embarquement et notre passeport. Ouais. Que notre smartphone devienne la télécommande du voyage. On y est ou pas? On y travaille, les technologies sont prêtes. Est-ce que certains aéroports y sont, ou est-ce que pour l'instant c'est encore de la science-fiction ça? Certains aéroports y sont. Après, il y a énormément d'étapes. Ouais. Bien sûr, il y a l'étape du fait d'acheter de billets, de faire son enregistrement, de passer le contrôle de sécurité, d'embarquer, de traverser la frontière. Et par étape, on est en train de rendre cette mettre toutes ces briques. Voilà, de faire toutes ces briques. Le pendant, c'est la protection de ces données. Absolument. Et ça, c'est fondamental. Vous savez que plus de 140 pays dans le monde ont mis en place des procédures de protection de la sécurité des données. Et donc, à la CITA, on est particulièrement attentif au fait de protéger les données et de faire en sorte que toutes ces données aient la même protection, quel que soit le type d'utilisation. Sachant que c'est des données qui voyagent. Absolument. Et là, il y a des règlements en Europe sur la transmission des données. Donc, ça doit être très compliqué, surtout aussi avec la Chine, etc. Absolument. Et c'est un élément fondamental de sécurité qu'on doit fournir à nos clients, aux passagers. Et donc, tous nos processus et tous nos systèmes d'information sécurisent cet aspect qui est devenu de plus en plus important. Qu'est-ce que vient faire le métavers? Alors, disons que si vous imaginez à 10 ans le travail d'un opérateur dans l'aéroport, imaginons que le contrôleur de vol doit optimiser l'allocation de chaque vol à une piste ou à une passerelle. On peut le faire sur une feuille Excel, on peut le faire dans le métavers, c'est-à-dire qu'on donne les outils pour que cet opérateur, à travers une vision aidée par informatique, puisse jouer, comme un peu dans les films de science-fiction, avec la location. Il va avoir tout le plan de l'aéroport et il va jouer sur les arrivées. Voilà. D'accord. Ça, ça va être aussi important. Ça, c'est un peu plus à long terme. Alors, il y a aussi, c'est dans l'actualité, Stellantis, ex-Peugeot, a annoncé qu'ils investiraient dans une société qui s'appelle Archer, qui produit un avion électrique qui va servir à transporter 3-4 passagers d'un aéroport à l'autre. Ça aussi, c'est une tendance qui va... Oui, vous avez tout à fait raison. C'est le fait de créer des avions électriques et surtout pour la mobilité à court rayon, c'est-à-dire pour aller d'un aéroport à un autre. Ce sont des avions à décollage et atterrissage vertical, absolument. Uniquement électrique. Alors, il y a beaucoup d'avantages à ça. Le fait que ce soit électrique, donc c'est décarboné. Le fait que ce soit beaucoup moins bruyant et beaucoup plus maniable qu'un hélicoptère. Donc, c'est des taxis, on est d'accord? C'est des taxis volants. Ils feront que aéroport à aéroport ou ils feront centre-ville, pourquoi pas? Un jour, ils feront centre-ville en fonction des réglementations. Tout est nouveau là-dedans, donc on se projette à 10 ans. Vous savez qu'à Pontoise en France ou à Rome également, il y a eu des premières expérimentations de vol de ces taxis volants. Ce sont des vols habités, ce n'est pas des drones, ce sont des vols avec un pilote. Et on croit beaucoup dans cette technologie. Vous savez que plus de 150 entreprises dans le monde investissent dans ces avions électriques ou aérotaxis.
Et on pense que d'ici la fin de la décennie, on aura la possibilité de se rendre en centre-ville ou d'un aéroport à l'autre, ou aussi pour des éléments de sécurité ou d'urgence, on pourra s'appuyer sur ces avions électriques pour faire les derniers kilomètres d'un voyage. J'aimerais avoir votre avis de spécialiste et de voyageur, parce que je suppose que vous êtes un voyageur. Est-ce que nos aéroports, nous en Europe, aux États-Unis, ne sont pas un peu vieillots quand on voit l'hyperconnexion, quand on voit les nouveaux aéroports en Asie, même au Moyen-Orient, ce qui s'annonce, etc., en Arabie Saoudite, qui veut créer le plus grand aéroport du monde. Est-ce que nous, on n'est pas en train d'accumuler du retard technologique ? Alors, c'est une excellente question. L'Europe et les États-Unis ont été les premiers à s'équiper en aéroport et en infrastructure. Un aéroport, c'est une infrastructure très complexe, très difficile à faire évoluer. Il y a 50 ans, on construisait les aéroports pour faire en sorte d'être le plus proche possible de la piste de décollage. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Quand vous allez dans un aéroport en Asie ou en Moyen-Orient, ou les nouveaux aéroports, où l'aéroport est aussi un centre commercial, est un centre de voyage multimodal, puisque vous pouvez prendre le train ou un jour les vols électriques et les avions. Donc, c'est une infrastructure qui, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 50 ans. Le challenge pour nous, en Europe et aux États-Unis, c'est de moderniser sur la base d'une infrastructure existante. Et il y a des plans très importants aux États-Unis. Joe Biden investit dans les infrastructures. En Europe aussi, on construit de nouveaux aéroports, malgré tout. Merci beaucoup, Sergio Colella, pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos réseaux sociaux, nos podcasts et bien sûr sur france24.com. Au revoir.